Je me dis, bon, pourquoi ils se plaignent autant, quoi? Ouais. Bonjour monsieur, voilà dans quoi vous êtes investi. Voilà combien ça coûte. Voilà combien ça rapporte. Juste de savoir combien tu payes et dans quoi tu es investi, c'est un game changer pour la clientèle patrimoniale. Je dis exactement comment ça se passe. En gros, je te fais une offre valeur de marché. Ouais. Et ensuite, il y a 3 paramètres sur lesquels tu peux jouer. Ok. Cash out, récurrent, actionnariat. Ok. On est des spécialistes de l'investissement, Ouais. c'est notre savoir-faire et on a voulu juste doter des meilleurs outils et doter nos clients des meilleurs outils pour accéder à ces produits. Donc on l'a rendu gratuit, notre solution taxe, parce que c'était l'outil d'acquisition. Rapprocher de la clientèle banque privée, là, qu'est-ce qui se passe? Les clients les plus faciles à avoir sont les clients de banque privée et Non. de gestion de patrimoine. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà accompagnés. Ils savent évaluer Ouais. Ça. notamment le prix de ton service, Ouais, par c'est exemple. ça. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast avec un professionnel de la gestion de patrimoine. Je fais une grande série avec plein d'avocats, plein de CEO, de fondateurs d'entreprises qui gravitent autour de ce milieu-là. Aujourd'hui, je suis très content d'être avec Gustave Sonden. Gustave, comment tu vas? Ça va super et toi? Bah, ça va, merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait hyper plaisir de t'avoir au micro. On s'était contacté via LinkedIn, on s'était rapidement vu un petit déjeuner, etc. On avait parlé de pas mal de sujets autour de tout ça et ça m'avait hyper intéressé, ça m'avait pas mal inspiré. Tu as un parcours, vous allez le voir, hein, qui est assez intéressant. Tu es assez jeune et en même temps, tu as fait d'abord de la finance, puis l'entrepreneuriat, tu as mixé les deux. Donc on va revenir sur tout ça. Le but de ce podcast, pour moi, c'est vraiment de comprendre ta vision du secteur de la gestion de patrimoine, comment tu l'as vu évoluer entre le moment où tu t'es investi dans ce milieu et aujourd'hui, et surtout comment tu vas le voir évoluer ou quelle est un peu ta petite Madame Irma sur les évolutions à venir. On a vu, et tu le diras mieux que moi, mais on a vu plein de mouvements de concentration, de croissance externe sur plein de super cabinets, de cabinets qui sont devenus des super cabinets. D'un autre côté, l'émergence d'énormément de fintech, d'énormément d'indépendants. Bref, aujourd'hui, on va voir la gestion de patrimoine selon l'œil de Gustave Sonden, CEO de Colbert. Gustave, je te laisse t'introduire pour les gens qui ne te connaissent pas. Mais salut, je m'appelle Gustave. Du coup, j'ai créé Colbert il y a bientôt 4 ans. Au départ, c'était une volonté d'un investisseur que j'étais, investisseur professionnel, de mettre des bons produits qu'on trouvait plutôt effectivement dans la gestion privée ou la gestion de fortune dans les mains des particuliers. C'est vrai que ton introduction était assez bien choisie parce que c'était un prisme d'investisseur en fait. Et donc ma contrainte à moi ou ma frustration à moi d'investisseur, c'était de trouver des bons produits. Et en me confrontant à ce marché de la gestion de patrimoine, j'ai compris que c'était beaucoup plus complexe et subtil que ça. Et que c'est peut-être d'abord une question d'ailleurs servicielle et après une question produit. Mais en tout cas, ravi de m'être lancé dans cette aventure, dans ce secteur qui est assez passionnant. Donc il y a 4 ans. 4 ans Colbert. Ouais, à peu près. À peu près. À peu près. Et justement, avec, disons, vraiment 2 phases, on va dire. Ouais, on va y venir, de toute façon, on vient dans le détail. J'ai envie de faire les choses un peu plus chronologiques pour que les gens comprennent un peu mieux et puis que on comprenne tous un peu mieux les évolutions qui ont été en fait le fruit de potentiellement des observations que tu as eues du milieu, tu vas y en venir, mais tu as levé des fonds, puis après tu es revenu sur un modèle un peu plus tradit, etc. On va venir sur tout ça. Juste avant, rapidement, en quelques mots, pour comprendre un peu pourquoi tu as créé Colbert, qu'est-ce que tu faisais avant ces 4 ans, justement, il y a 5, 6, 7, 10 ans, après tes études. Rapidement, si tu peux brosser un peu ton parcours. Ouais, moi j'ai fait des études de finance effectivement classiques et j'ai commencé à travailler dans un secteur en particulier de la finance qui est l'immobilier. Je faisais de l'investissement et de la gestion de fonds immobiliers. D'abord pour une société cotée qui s'appelle Mercialis, un cadre très institutionnel. Nos seuls clients tiers, c'est-à-dire pour lesquels on gérait les fonds, c'était des institutionnels. Et pour moi, mon avenir était assez tracé et j'allais faire ça en fait, investir des capitaux institutionnels dans des produits d'investissement immobilier. Et je me suis retrouvé dans ma seconde expérience assez vite en fait en front, ce qu'on dit. Donc j'avais mes propres objectifs, je devais déployer du capital pour une société qui, elle, investissait l'argent de particuliers. En grande partie, aussi un petit peu d'institutionnels, mais essentiellement de particuliers, qui était en train d'exploser, qui était une société assez jeune, entrepreneuriale, dans un monde qui s'appelle la SCPI, qui est plutôt un produit retail, qui peut paraître abscon pour certains, mais c'est un très très gros marché. Juste pour ceux qui nous écoutent, c'est 90 milliards d'encours en France, la SCPI, donc c'est un très très gros marché. Et c'est par cet intermédiaire que j'ai découvert en fait mon client final d'aujourd'hui et le client final, puisque, comme je te le disais, une grosse partie des clients étaient justement des particuliers. Et là, j'ai un peu halluciné, pour tout te dire. J'ai halluciné par la taille du marché, j'ai halluciné par la qualité des produits. Par la qualité des produits qui n'étaient pas toujours au rendez-vous, on s'en rend bien compte depuis quelques années maintenant, et aussi par le niveau de frais quand même qui était pratiqué, et
les modalités de distribution, mine de rien. C'est-à-dire que moi, tu vois, je suis Revolut, ça existait quand j'ai commencé à travailler. Enfin, tu vois, Yomoni, ça existait quand j'ai commencé à travailler. C'est-à-dire que je suis quand même un petit peu plus âgé que toi. Ouais, non, mais de cette génération, ouais. Je suis quand même d'une génération. T'as quel âge J'ai 33 ans. Oui, voilà. Donc je suis dans une je suis d'une génération effectivement assez digitalisée. Et donc, tu vois, ça me passait pas par la tête que, en fait, une grosse partie du marché était intermédiaire et une grosse partie des produits distribués était quand même fortement margée, justement, de par cette intermédiation. Ok. Donc, tu es rentré dans le milieu de la GP par l'immobilier, d'abord en tant que vraiment investisseur instit, ou en tout cas aux côtés d'investisseurs instit, puis retail via la CPI, et là tu t'es dit, qu'est-ce qui t'a fait te dire, je vais lancer mon activité là-dedans. En fait, je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Enfin, si ces produits-là se vendent si bien, si tu mets des bons produits sur un site, tu fais fortune. Point. Tu vois ce que je veux dire mais c'est parce que moi, mon job, c'était de sélectionner des produits d'investissement. Et donc, si ton job, c'est de sélectionner des produits d'investissement, ça te paraît évident que les bons produits vont être les plus souscrits. Sauf que c'est un peu plus subtil que ça. Mais en tout cas, tu l'as compris par la suite. Ça suffit quand même pour avoir une bonne traction, ce qu'on appelle dans le jargon startup, c'est-à-dire que tout de suite, au bout de 2-3 mois, on avait quelques millions dans le cours. Donc, quel était le postulat de Colbert Tu l'as lancé quoi, du coup, il y a 4 ans, donc en 2021, quelque chose comme ça? Ouais, c'est ça, quoi, en 2021. Le jour où tu le lances, c'est quoi le constat? C'est quoi l'offre? C'est quoi ton ambition au day one avec Colbert? L'ambition était d'abord produit, comme je te disais, donc c'est de mettre des produits de gestion privée dans les mains du plus grand nombre. Et donc focus très retail. Ce que j'entendais sur... Alors, focus, je dirais affluent, upper affluent, pour prendre un jargon bien patrimonial, c'est-à-dire en gros le segment 200 000, 2 millions. Mais tu vois, dès les premières interviews qu'on a données, on disait qu'on visait plutôt les millénials, qui n'étaient pas du tout adressés par la banque privée. On voulait mettre du digital et on avait une intention digitale dès le départ, même si je t'avoue que le développeur c'était moi, donc autant dire qu'il n'y avait pas une tech monstrueuse sur les premières versions, mais il y avait une intention en tout cas de mettre ces produits-là dans les mains de tous, et pour nous c'était beaucoup porté notamment par le private equity, qui était absolument inexistant dans le portefeuille des Français en 2021, qui est toujours, c'est anecdotique, c'est 0,1% du patrimoine des Français, le private equity, tel que nous on le définit, c'est-à-dire le vrai private equity, on y reviendra peut-être. Et c'est 40% du patrimoine des fortunes. Des ultra des high net worth ou ultra high net worth, donc c'est plutôt des patrimoines au-dessus de 10 millions d'euros. Donc on voit qu'il y a un écart assez important, et cette promesse, elle était donc fondée sur des éléments statistiques documentés. Et donc ça nous a permis en tout cas d'être différents, d'attirer l'attention tant de certains clients que des médias. Et c'était le point de départ. Et donc ta vision, elle était purement tech digital de base, où il y avait quand même ce modèle un peu hybride qui est celui qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait de l'humain derrière? Est-ce que c'était juste une plateforme de proposition de produits et des meilleurs produits que tu pouvais? En fait, moi, j'ai toujours eu une double vision. C'est-à-dire que pour moi, si tu voulais pousser le conseil, il était essentiel que le client puisse ne pas l'utiliser. Et ça paraît peut-être évident, mais 99% des gens qui vendent du conseil te l'imposent. Donc, tu n'as pas accès à leurs produits si tu ne passes pas par eux. Et donc, moi, je ne dis pas le conseil n'a pas de valeur. Je dis le conseil a de la valeur si tu as le choix de le consommer ou non. Et c'est ce que je pensais dès le départ. Au départ, malheureusement, je n'avais pas toujours les moyens technologiques pour me permettre de commercialiser mes produits aussi directement que j'aurais souhaité. Mais en tout cas, c'est vraiment ma conviction dès le départ. Et s'il y a bien une conviction que j'ai gardée, c'est celle-là. C'est que si tu veux valoriser le conseil, tu ne peux pas l'imposer. Si c'est un irritant dans ton funnel de consommation, ce n'est pas un service. C'est un irritant dans ton funnel de consommation. Et je pense aujourd'hui, en ayant quand même fait, tu vois, pas mal maturer le projet et l'offre, qu'on va arriver à un niveau où on va pouvoir enfin monétiser le conseil, parce que justement, on a une offre produit qui est mature, qui est extrêmement compétitive en termes de prix. D'ailleurs, je dis souvent, c'est notre première brique de conseil, c'est-à-dire qu'on fait une sélection qui est propre, et une sélection qui est propre tant en termes de sous-jacent, qualité du sous-jacent, que de frais. Et derrière, si tu as fait ce travail-là, il y a plein de gens qui ne sont pas en capacité de prendre la bonne décision, de faire le bon plan, qui veulent tout simplement un sparring. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui savent qu'il faut faire des abdos pour avoir des abdos. Pour autant, il y a quand même beaucoup de gens qui veulent un coach. Et le coach va les regarder et lui dit « fais des abdos ». Ouais, bien sûr. Entièrement aligné. Donc, approche produit d'abord. Voilà. Viser le côté rationnel, en fait. Viser le côté, regardez... c'est clair et net, ce produit est meilleur pour X et Y raison. Et un peu différenciant quand même à l'époque. Ça l'est toujours aujourd'hui. Donc c'était des feeders, font un site, pur, etc. Voilà. Mais sauf avant qu'il y en ait autant qu'ils le fassent aujourd'hui. Ouais, mais même encore aujourd'hui, en retail pur.
tu as combien de plateformes aujourd'hui qui te permettent d'accéder à EQT, à Ardian, à Antin Infrastructure? Non, mais il y en a. Mais je veux dire, ça reste, encore une fois, on reste à 0,1% du patrimoine des Français. Donc, c'est encore anecdotique. Et à l'époque, effectivement, on était les premiers ou parmi vraiment les tout premiers à le faire. Oui, c'est ça. En 2021, c'était quand même assez tôt. Et c'est marrant, d'ailleurs, ce sera peut-être l'objet d'autres choses, mais on a vu des évolutions énormes dans le milieu de la GP et j'ai l'impression qu'en fait... Bon, c'est peut-être un peu trop tôt de le dire, mais j'ai l'impression que tout le monde commence à comprendre vraiment les évolutions de la gestion de patrimoine. Donc, comment un conseiller, quel est le conseiller de demain et comment comment se configure en fait un conseil, un vrai conseiller en gestion de patrimoine pour demain. On en reviendra sur ta vision. Et j'ai l'impression que maintenant, c'est plus le côté produit aussi qui vient en jeu. Il y a eu tous les ETF pour tout ce qui est fonds actions. Il y a eu des SCPI sans frais, sans frais d'entrée, etc., avec Hiroko et autres pour l'immobilier. Et maintenant, on s'attaque au private equity. C'est un peu la dernière vague, j'ai l'impression, des produits qui sont vraiment avec une forte mutation, qui sont vraiment en train justement d'évoluer grâce à des plateformes, comme tu le disais, qui proposent des feeders purs sur des fonds instituts, etc. Et donc, c'est marrant parce qu'en fait, on voit par où a commencé cette mutation du secteur de la gestion de patrimoine sur certains produits, certains conseillers, certaines plateformes en ligne. Et petit à petit, la vague se déverse, j'ai l'impression, et on a non seulement de plus en plus d'acteurs qui se transforment, de plus en plus d'acteurs qui proposent des produits qui ne sont plus les mêmes, etc., etc. Bref, tout ça pour revenir sur Colbert. Tu lances du coup en 2021 cette plateforme vraiment private equity principalement, product center, comme on dit. Voilà. Comment ça se passe? Tu dis que tu as une forte traction. Quelles sont un peu les évolutions clés que tu as eues jusqu'à aujourd'hui? Comment Colbert a évolué au fil du temps? 2021, un peu de traction, comme je te le disais. Tu vois, on sort les KPI qu'on voulait sortir. C'est-à-dire un client en moyenne qui avait 36 ans à l'époque. Tu verras qu'il a vieilli dans l'histoire depuis. Et un encours moyen par client supérieur à 100 000 euros. Donc 10-15 fois le ticket des fintechs de l'époque. Ouais. Ça, c'était les KPI grâce auxquels il y a quelques millions d'encours. Et c'est les KPI grâce auxquels on fait une première levée de fonds. Et que je m'associe aussi à ce moment-là avec Michael Juvenal, qui est toujours mon associé aujourd'hui et qui vient alors de Tikeo Capital, où il était CTO, donc Head of IT Business pour être précis. Et donc lui va enfin m'apporter, si tu veux, la capacité à déployer aussi techniquement la vision que j'avais sur le produit. Donc on lève un petit million d'euros à ce moment-là, avec essentiellement des business angels du secteur et un petit fonds scout d'un des très gros fonds de VC américains. Donc c'est bien pour le name dropper, mais en termes de capital, c'était pas significatif, mais c'était cool. Fallait faire la une. Voilà, fallait faire la une. C'était cool, exactement, de les avoir en tout cas dans le tour. Et là, on se dit, en fait, moi, je veux un agrégateur de comptes, je veux un agrégateur IMO, je veux une plateforme d'investissement indépendante, je veux mon propre back-office. Je veux tous ces outils. Je veux de la tech, quoi. Ouais, je veux tout. Et en fait, j'avais quand même testé avant ça les outils dits de place, des CGP indépendants. Je les avais d'abord tous testés. Puis ensuite, j'avais sélectionné celui qui me paraissait être le meilleur à l'époque, qui a eu des petits problèmes de cybersécurité depuis. Mais je citerai personne, évidemment. Ça peut arriver à tout le monde. C'est pas du tout un jugement de valeur. Pour le coup, vaut mieux être un peu humble, je pense, sur ces sujets-là. Mais c'est clair. En tout cas, oui. Et ce qui était qui est leader actuel. Voilà, ce qui était assez hallucinant, c'est qu'on te le disait, mais t'as quoi comme... Alors, il y avait 2 termes pour le désigner. Plateforme de conformité ou CRM. Et je dis, mais attends, un CGP, c'est un mec qui fait de la compliance malheureusement, c'est un vendeur. Non, mais en fait, si tu veux, ton objectif, c'est de distribuer. Et dans le cas de cette distribution, tu dois prendre en considération des contraintes réglementaires associées à une toute profession réglementée. Mais ton métier, c'est pas de traiter des problématiques réglementaires. C'est de les intégrer à ta distribution. Et c'est pour ça que j'ai voulu me recréer mon outil de A à Z, parce que je comprenais rien. On m'avait montré le truc, tu l'as compris maintenant dans mon introduction, c'était pas mon métier de départ. On montre justement cette plateforme que j'ai pas citée. Il y en a d'autres, je peux les citer. O2S, Carbon Alpha, Wellscom, aujourd'hui, il y en a tout un tas. Et je trouve ça honnêtement pas mal à l'époque, le O2S. Je me dis, pourquoi ils se plaignent autant, quoi. Et le lendemain où on montre ça, on montre une plateforme produit qui s'appelait Alphéis. Il y en a d'autres qui s'appellent Norcia, etc. Et puis après, il y a toutes les plateformes d'assureurs. Et je comprends pas, on m'a montré quoi la veille? En fait, je me rends compte que c'est exactement la même information, sauf que cette fois-ci, qui n'est pas recensée pour tes problématiques propres de conformité, qui regardent en rien le client, mais pour souscrire au produit. Et donc, c'est pour ça qu'on a redéveloppé tout ça. C'est pas pour le plaisir. C'est que pour moi, il n'y a aucun sens à ce que tu aies 2 bases de données alimentées par un conseiller
alors que c'est une base de données qui peut être, auto-alimentée par des agrégateurs de comptes, donc en temps réel, et deux, qui peut être la même pour le produit, pour la conformité. Et c'est ça qu'on a développé au travers de Colbert. Donc la face émergée, tu dis, bon, ils ont un agrégateur, une plateforme d'investissement. Et la face immergée, c'est qu'en fait, ces éléments-là qu'on a on top, ils alimentent une plateforme et un back-office qui est 100% intégré de l'entrée en relation à la souscription. Et 99% de la documentation est autogénérée. Ok. Très fort. Donc en gros, c'est intéressant. Ta dernière phrase, c'est que on a l'impression qu'on a juste fait un agrégateur de comptes comme plein d'autres l'ont fait. On va pas les citer ici. Il y a plein de fintechs qui ont émergé grâce à ça aussi. Là où c'est intéressant, c'est de comprendre que toi, en fait, cet agrégateur de comptes, c'était donc l'approche initiale, entre guillemets, l'approche produit, mais que derrière, justement, tu savais les problématiques des CGP qui, en fait, passaient 60 ou 50 ou 60% de leur temps à faire de la compliance et de l'administratif. Et tu t'es dit, mais voilà, ça sert à rien d'avoir de plateforme, autant tout agréger en une. Et ça automatisera beaucoup, beaucoup mieux ces tâches-là et ça leur dégagera du temps pour s'occuper de leurs clients. Donc ça, c'était la vision. T'as levé en quoi, 2022 Ouais, c'est ça. C'était en gros courant 2022. Première année pleine, c'est 2022. Et fin 2022, on finit la levée. Ok. Et juste pour comprendre ça, avant cette levée, donc tu as dit initialement, c'était vraiment très approche produit. Je sais pas si j'ai entendu ta réponse, mais il y avait déjà de l'humain derrière. Oui, il y avait de l'humain. Il y avait quand même on déjà. était obligé d'être là pour closer les ventes. Quoi, ouais, ok. Et donc, d'où le fait aussi que tu t'as appris ce problème de CGP, non seulement en voyant d'autres, mais aussi en utilisant les outils de place. Voilà, c'est ce ça. que je te disais. On les a utilisés, on les a pas devinés, on les a testés. Ok. 2022, fin 2022, tu lèves. Comment ça se passe ensuite, à l'approche vraiment tech? Comment tu arrives à développer tout ça? Est-ce que tu as est-ce qu'il y a de la complexité vraiment à développer ce genre de plateforme? Pourquoi je te demande ça? Parce que on a tous vu, on peut le dire, O2S, ça fait une grosse cyberattaque. De mon point de vue extérieur, j'ai l'impression que plein se sont rendus compte à ce moment-là, même si je pense que la plupart le savaient un peu au fond d'eux, mais qu'il y avait un vrai sujet sur ces plateformes-là d'agrégateurs, de CRM et de compliance. Un vrai sujet déjà de technologie, c'était pas forcément dingue, et surtout un vrai sujet de dépendance. C'est-à-dire que, en fait, oui, si toutes les banques, 95% des banques françaises sont dépendantes de ce système-là, et que ce système-là fait défaut, ce qui peut arriver à tout le monde, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, j'ai l'impression que quand les gens ont vu cette cyberattaque, qui était en fait juste un peu une cerise sur le gâteau, mais c'était un peu la goutte de trop où beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup de personnes du milieu se sont dit, là, il y a un truc à faire, il y a quelque chose à aller chercher. Et justement, toi, c'est marrant parce que ce truc-là, tu l'avais anticipé, comme tu dis, dès 2022. Tu avais voulu créer ton propre outil parce que les autres ne te convenaient pas. Entre le moment où tu as levé et justement la cyberattaque, pour faire un peu une timeline, comment ça s'est passé ton développement, l'adoption de votre outil et comment vous êtes développé au sein de Colbert? Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que ça peut paraître beaucoup, 1 million d'euros. À l'échelle des gens avec lesquels on est cité et à l'échelle du secteur, c'est très peu. C'est que dalle. Voilà, donc de développer tout ce que je t'ai listé avant, un mec qui te dit ça, c'est pour ça. bonjour, je vais faire ça, faut fuir. Mais c'est pour ça. Parce que grosso modo, il va juste cramer 1 million d'euros, il va te donner 3 lignes de code, et puis ça va s'arrêter là. Donc moi, j'ai eu la chance de m'associer avec un mec qui est suffisamment fou et compétent pour livrer tout ça en même pas 12 mois. Donc déjà, des gens qui tiennent des délais dans la tech, c'est assez rare. Mais en plus, qui sont en capacité de livrer tout ça dans ces délais, c'était quasi inespéré. Donc on se met quand même un peu en danger, pour te raconter l'histoire, parce qu'on y va quand même quasi all-in en fait sur ce développement. Un peu tête baissée. Et tout ce qu'on développe et toute énergie qu'on met au développement de cette plateforme, c'est de l'énergie qu'on ne met pas commercialement. Par ailleurs, il commençait à y avoir aussi à ce moment-là un décalage entre la proposition de valeur ou la vision affichée et la réalité opérationnelle sur la phase de transition. C'est exactement là où je voulais en venir, justement, parce que tu le disais au début, ton client moyen, c'était 36 ans, un peu plus de 100 000 euros, c'est ça, pour accéder au feeder, quoi. Quand tu Parce que tu disais, voilà, je voulais développer cette plateforme d'agrégation et tout, ta vision était retail ou était déjà, dès le début, un peu plus premium? C'est-à-dire que tu voyais cette plateforme comme te permettant d'aller chercher vraiment très large? Non, premium. En fait, si tu veux, moi, je sais que le marché affluent pas affluent, donc 222 millions pour parler en langage courant, c'est 2 millions de personnes en France. Donc, c'est pas du tout un petit marché. Donc, c'est pas parce que tu dis je target cette population-là que tu targetes un petit marché. Par ailleurs, il y a des produits, et c'est... Excuse-moi, mais pour faire la conclusion sur pourquoi l'approche produit au départ, c'est que le produit, c'est la chose la plus scalable dans la banque privée, en fait, ou dans la gestion de patrimoine. Et donc, pourquoi est-ce qu'avant, les produits étaient inaccessibles? Parce que, en fait, chaque souscription
c'était justement une opération, plusieurs opérations administratives à traiter par un humain. Aujourd'hui, avec la technologie qu'on a, ça n'a aucun sens de raisonner comme ça. Voilà pourquoi on a démarré par le produit, juste pour conclure. Et donc, encore aujourd'hui, d'ailleurs, on a des produits qui sont accessibles à 1 000 €. Nos mandats, ils sont... je crois qu'on fait en performance annualisée 12,5%, tout mandat confondu, un mandat prudent confondu en moyenne. Ce sont des mandats qui sont gérés par un top asset manager. Depuis 3 ans, du coup. Voilà, exactement. Sont accessibles à partir de 1 000 €. Donc, il y a des produits qui sont très accessibles. Certaines SCPI sont très accessibles. Certains fonds de private equity le sont aussi. En revanche, le conseil, il est un peu moins. C'est normal, parce que le temps des conseillers n'est pas infini. Donc, effectivement, sur cette phase de transition, on a dû pas mal compenser par le serviciel. Moi, j'avoue que j'étais au front sur ces questions-là. Et je dirais presque plus en 2024 qu'en 2023, qui était finalement l'année charnière 2024, où il fallait, une fois que le produit était dans nos mains, il fallait montrer qu'on arrivait à accélérer clairement le volume commercial qu'on avait fait sans plateforme. Ok, donc concrètement 12 mois pour mettre en place cette plateforme. Est-ce que juste pour question perso, est-ce que tu t'attendais à ce que ce soit aussi compliqué le dev de cette plateforme-là, ou est-ce qu'au final tu étais avec une brute et ça s'est bien passé? Je te pose la question parce que justement, pour faire la liaison avec le constat initial, c'est Harvest, cyberattaque, etc. Tout le monde se met sur le marché. Moi, d'un point de vue extérieur, ça me paraît très compliqué de développer ce genre de plateforme parce que compliance, donc parce que vraiment réglementairement, il y a des sujets. Concrètement, toi, dans la pratique, c'est hyper compliqué. Ouais, okay. Donc, typiquement, tu veux créer un contrat d'assurance vie avec un assureur de premier plan. Tu veux faire valider ton parcours. C'est pas comme si tu développes une app de rencontre. Tu as un huissier qui passe sur ton parcours. C'est pour ça, Tu as un huissier. Donc, ça va loin, en fait. C'est-à-dire que ça mêle compliance, tu l'as très bien dit, réglementaire, juridique et technologie. Autant dire que ça fait vite pas bon ménage. Donc, il faut arriver à se discipliner pour rester justement client focus. Sinon, tu finis par dire j'ai une plateforme de conformité. Tu vois à quel point on peut aller loin. Et en même temps, être à l'écoute et prendre les bons feedbacks au bon moment pour faire en sorte de respecter la compliance. Mais c'est extrêmement compliqué. Et c'est pour ça qu'honnêtement, si on avait eu un CTO qui n'était pas du monde de la finance, on n'aurait jamais réussi. Peu importe sa capacité technique, c'est que le CTO doit être avoir une compréhension parfaite du marché de comprendre son marché, de comprendre les contraintes réglementaires, de dialoguer avec une compliance, de dialoguer avec un service juridique, etc. Donc c'est beaucoup plus compliqué que je l'avais imaginé. Et bon, en toute honnêteté, vraiment, on est allé all-in. Voilà. Donc, il y avait un côté un peu, on le tente. Risque taker, quoi. Voilà. À ce moment-là. On n'est plus du tout à ce niveau du projet, ou en tout cas à raisonner. Et c'est tant mieux. Exactement. Mais il y avait une forme d'inconscience. Si j'avais eu conscience. C'est bien de s'en rendre compte après, a posteriori. Si j'avais eu conscience du truc, on l'aurait pas fait. Voilà. Donc tant mieux. Ok. Donc 12 mois, le produit est launch. Donc début 2024. Focus acquisition, du coup, j'imagine. Exactement, acquisition, gestion encore des clients antécédents ou les deux, bien sûr. Il y a un peu d'upsell aussi. Mais c'était quand même vraiment focus là, c'est bon, dans la plateforme, c'était un peu j'imagine, le cheval de Troie, quoi, entre guillemets. C'est un peu l'idée, Comment ça se passe cette année-là, 2024, et jusqu'à aujourd'hui, en fait, parce que c'était un peu la continuité, au niveau d'abord purement retail, entre guillemets, B2C, acquisition de clients, comment ça se passe, combien vous êtes, les encours potentiellement, enfin voilà, comment... Ouais, alors on est monté à 15 personnes à un moment donné, et là on a un petit peu redescendu, on est une petite dizaine de personnes aujourd'hui. Mais comment ça se passe, si tu veux, en fait on se retrouve avec cette plateforme dans les mains, comme tu l'as dit, et une fois que tu l'as, ton outil, il faut faire en sorte que les gens le sachent. Je ne sais pas si tu connais Alex Hormozy par exemple, mais il dit si tu fais pas 1 million d'ARR, tais-toi et passe 4 heures par jour à essayer de faire en sorte qu'il y ait des gens qui entendent parler de toi. Malheureusement, on l'a entendu un peu trop tard, Alex Hormozy, mais donc on s'est quand même bien bagarré, et il se trouve que notre proposition de valeur était quand même pertinente, parce que nous, tu l'as compris, dès le départ, on est vendeur de produits financiers, expert de produits financiers, et on a ajouté de la tech dessus, et pas l'inverse. Ce qui fait que nous, notre tech, c'était un outil d'acquisition et c'était quand même pensé pour. Je le précise, je rebondis sur ce que tu dis, juste pour les gens qui nous écoutent. Quand tu dis on était d'abord des vendeurs de produits, entre guillemets, et on a rajouté par-dessus de la tech et pas l'inverse, tu le précises parce que la plupart, si ce n'est la totalité des autres acteurs dans ce milieu-là, ont fait justement l'inverse. Donc, exactement. En tout cas, nous, on est des spécialistes de l'investissement, c'est notre savoir-faire, et on a voulu juste doter des meilleurs outils et doter nos clients des meilleurs outils pour accéder à ces produits. Donc, on l'a rendu gratuit, notre solution tech, parce que c'était l'outil d'acquisition.
Et ça a quand même été un élément différenciateur qui nous a quand même permis d'acquérir beaucoup de clients et notamment d'utilisateurs en 2024. Donc les signaux étaient assez positifs, tu vois, à notre petite échelle. Hein. On est quand même en dizaines de milliers d'utilisateurs aujourd'hui et le rythme de croissance était assez élevé. Ensuite, on est passé, tu vois, aujourd'hui, on est à une trentaine de millions d'encours, dont les 2 tiers ont été faits depuis le 1er janvier 2024. Donc, il y a eu un vrai point d'inflexion à partir du moment où la plateforme est arrivée et où on a pu commencer à délivrer en cohérence avec la vision, c'est-à-dire à la fois toujours cette offre produit de qualité, une offre servicielle qui est plutôt montée en gamme, honnêtement. Et un vieillissement du client, je te disais au tout démarrage, j'étais plutôt 36 ans. Aujourd'hui, on se rapproche petit à petit des 50. Rapprocher de la clientèle banque privée, là, qu'est-ce qui se passe? Mais finalement, en fait, moi, ce que j'avais très mal évalué, c'est que les clients les plus faciles à avoir sont les clients de banque privée et de gestion de patrimoine. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà accompagnés et qu'ils sont potentiellement pas heureux. Non, mais ils savent évaluer notamment le prix de ton service, par exemple. C'est-à-dire que toi, demain, tu n'as jamais investi. C'est pas des premiers acquéreurs, comme on dit. Des primo-accédants, des primo-investisseurs. Exactement. Mais quelqu'un qui démarre dans l'investissement, comment est-ce qu'il évalue la cherté de ton offre ou même la pertinence moi, les clients qui sont déjà en gestion privée, que ce soit banque privée ou gestion de patrimoine, on fait une chose très simple, qui d'ailleurs va être générée par un agent IA dans quelques semaines. On y reviendra après. On fait une chose très simple. On lui dit, voilà, bonjour monsieur, voilà dans quoi vous êtes investi. Voilà combien ça coûte et voilà combien ça rapporte. Sans même émettre de jugement. Voilà c'est factuel. Voilà ce qu'on peut vous proposer. C'est tout. Et là, le taux de conversion, ils sont à 90% plus. Quand on fait cet exercice-là. Après, il faut le produire. Hein, tu vois, c'est une prestation de service, pour le coup, qu'on a produit. Tu vois, c'est du temps homme, etc. Et demain, comme l'IA va nous aider à le faire et à automatiser ces réflexes-là, mais c'est un service qu'on a produit, tu vois. Mais juste c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que le niveau aujourd'hui du marché fait que les gens ne savent même pas combien ils payent. Et quand ils font un effort, ils se perdent. Juste de savoir combien tu payes et dans quoi tu es investi, c'est un game changer pour la clientèle patrimoniale. En fait, ce que je suis en train de penser là, c'est vrai que c'est intéressant parce que tu disais les gens ne se rendent pas compte de combien ils payent, etc. De prime abord, quand tu as dit cette phrase, je me suis dit, il y a quand même une grosse montée en puissance depuis quelques années de la littératie financière, des influenceurs, etc. Mais c'est pas du tout la même tranche de population. C'est-à-dire qu'en fait, les jeunes sont au courant, mais ils investissent pas forcément. De combien ils payent pas. Voilà, de combien ils payent pas. mais les vieux, entre guillemets, les gens qui sont déjà accompagnés, eux n'ont pas forcément justement été la cible de ces influenceurs ou autres. Et donc, effectivement, quand tu arrives avec le papier en mode tenez, surprise, en fait, vous payez beaucoup trop pour ce que ça vous rapporte, évidemment, c'est rationnel et c'est factuel et le taux de conversion, il explose. Mais donc, c'est intéressant de voir que effectivement, la segmentation de la clientèle, c'est pas une segmentation, mais le fait que tu aies une clientèle qui soit plus âgée que la moyenne des personnes qui écoutent des chaînes d'influence et autres, genre la mienne par exemple, forcément ça fait que tu bénéficies de ce edge entre guillemets, de cette connaissance que eux n'ont pas encore eu à écouter ou qui n'ont pas eu encore à l'oreille, quoi. Ouais, mais honnêtement, même les plus jeunes, ils savent que typiquement, effectivement, si tu veux aller sur le marché action, acheter des ETF, ça peut être une bonne solution pour se diversifier et pas payer très cher. Mais combien de jeunes savent ce que c'est que le PSFP Voilà. Je veux dire, les vendeurs de produits financiers en général gagnent bien leur vie. Oui, c'est clair. Et c'est pas grave. Ce qui est bien, c'est de comprendre comment on la gagne. Donc c'est pour ça que tu vois, je reviens à mon modèle. Les produits doivent être compétitifs et c'est ça qui va permettre de monétiser le conseil, que ce soit du conseil digital ou du conseil humain. Et justement, du coup, au niveau du conseil, tu as dit vous êtes monté aussi en gamme au niveau serviciel. Vous êtes passé de 15 aujourd'hui à 10. Concrètement, ces personnes-là, c'était des CGP internalisés. Comment ça se passait? Banquier privé aussi, typiquement, notre meilleur banquier, il a été chez Indo et Neuflis EBC avant. Moi, je continue. Et pour le coup, j'y mets aussi un point d'honneur parce que je trouve que ça me donne une vision marché et produit qui est très importante à conseiller aussi des clients. Et puis, ça marche bien. Donc, on va aussi continuer à être moteur. Mais c'est banque privée, CGP. Et là, le développement dans lequel on est, en fait, je te le dis un peu, c'est en train de se finaliser. Mais en gros, on agrège des plutôt petits moyens portefeuilles de CGP qui viennent en fait se greffer à nous, réinvestir dans la société de tête
un peu les modèles que tu peux trouver chez les grands consolidateurs, sauf que c'est tous disons des CGP en collecte, en phase ascendante de collecte. Donc, on a une population qui est assez isolée, mais qui a un fort potentiel commercial et qui a besoin d'outils, qui a besoin de cohérence marketing et aussi juste de collaboration, de vie sociale. Et nous, on apporte aussi ça à cette population. Donc là, il y aura une dizaine de nouveaux CGP intégrés à Colbert très prochainement, qui seront annoncés très prochainement. Et c'est plutôt des CGP du coup, avec un track, avec une preuve de performance en fait. Ok. Donc, mandataire, c'est ça le modèle un peu? Moi, je préfère parler disons, d'associations. Parce que comme ils réinvestissent dans la société de tête, c'est aussi tous des associés. Et ensuite, ils ont effectivement des contrats proches de celui que tu viens de... Donc, en gros, pour bien comprendre, tu as une rémunération en gros fixe, plus une incentive sur la collecte. Je vais te dire exactement comment ça se passe. Comme ça, il n'y a pas de mystère. En gros, je te fais une offre, valeur de marché. Et ensuite, il y a 3 paramètres sur lesquels tu peux jouer. Cash out, récurrent, actionnariat. Sachant qu'il y a une contrainte d'actionnariat. Si tu ne veux pas réinvestir, c'est que on veut que des gens qui sont un moteur pour le projet, tu l'as compris. Donc, ils ont au maximum 50 ans, les gens auxquels on parle. Ça pourrait être un peu plus, mais voilà, ça va plutôt entre 30 et 50 ans. Donc ils sont parce que phase de collecte ascendante aussi, 10, tu l'as dit. 10 ou 15 ans en tout cas de carrière devant eux, ce qui permet aussi de garantir aux clients un accompagnement sur le long terme. C'est quelque chose qui est très important pour nous. Et ensuite, du coup, en fonction des 3 variables, on prend la valeur de marché et en fonction des curseurs, c'est un peu comme la tablette de son que tu as sous les yeux, et les différents critères évoluent. Il y a des gens qui ont déjà quasiment fait fortune parmi nos CGP, notamment en vendant des portefeuilles dans le passé. Ils sont plus intéressés par la partie actionnariale que la partie récurrente. Ils n'ont pas besoin de nous pour vivre. Et à contrario, il y a des plus jeunes qui ont vraiment très besoin de la partie récurrente et donc qui vont être moins exposés d'un point de vue actionnarial tout de suite, mais ça ne veut pas dire que demain, ils n'auront pas plus d'actions, etc. Donc ça, c'est une manière qu'on a trouvé d'agréger de l'encours plus rapidement. Et d'avancer avec des gens qui sont compétents commercialement, parce que c'est extrêmement dur à trouver. Et c'est vrai que quand tu es compétent commercialement dans ce métier, toi qui connais bien le secteur maintenant pour avoir rencontré beaucoup de monde, il y a quand même vite une soif d'indépendance. Mais l'indépendance, pour moi, elle est pérenne que si tu as les outils pour tenir ta promesse. Et aujourd'hui, honnêtement, quand je vois ce on a dépensé pour se payer ce qu'on voulait, à la base comme indépendant, ça devient compliqué de ne pas faire équipe. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas indépendant, ça ne veut pas dire que tu ne prends pas tes vacances quand tu veux, ça ne veut pas dire que ce n'est pas ton chiffre d'affaires qui paye ton récurrent, mais il faut quand même à un moment donné se dire, est-ce que c'est cohérent à l'heure de Revolut, à l'heure de Trade Republic, à l'heure de d'autres acteurs, d'avoir ce tel déficit technologique? Hyper intéressant. Donc, tu l'as dit, ce système, pas de mandataire, mais on va dire de croissance externe, croissance collective, il vient dans un second temps, parce qu'initialement, c'était des CGP ou des banques privées internalisées. Pourquoi est venu ce switch et est-ce que ça vient aussi de la tech, où tu t'es dit, il y a un moyen aussi de développer et de commercialiser cette tech autrement que juste l'internaliser en nous? Si tu peux revenir un peu sur cette phase, parce qu'il y a eu quand même une deuxième phase qui s'est accélérée là dernièrement, pour que les gens comprennent, ce qui a aussi mené, j'imagine, au fait de se dire, en fait, c'est pas mal aussi de justement faire de la croissance collective, de filer, entre guillemets, cette techno à des CGP indépendants et de bénéficier de tout ça en commun, quoi. Ouais, peut-être les gens ne le savent pas tous, mais en gros, les fintech en cumulé en France, c'est 1% de l'épargne des Français. Alors que la promesse était 50%. D'après les pronostics 30%. De tous les plus grands cabinets en conseil en strat, en 2010, ça devait être à peu près ce que tu viens d'écrire, 20-30%. Donc 1%. Ça, c'est la collecte totale. Donc, grosso modo, ce que ça dit, c'est qu'il y a des gens qui ont quand même eu un peu de succès, mais c'est très lent et c'est surtout beaucoup plus lent que prévu. Et donc, aujourd'hui, pour amortir ta tech, en fait, ce qu'on sait, c'est que c'est quand même un marché où tu n'as pas une croissance explosive. Pourquoi ? Parce que contrairement à des modèles de start-up sur lesquels il y a des croissances explosives ou virales, comme les réseaux sociaux en B2C ou comme les SaaS en B2B, c'est pas un bénéfice immédiat, en grande partie, la finance. C'est-à-dire que c'est plutôt un exercice de confiance. Le bénéfice immédiat que tu vas avoir, c'est une expérience servicielle, de confiance, etc. Mais globalement, je vais quand même te demander de me faire confiance et dans 10 ans, tu vas être rémunéré sur la confiance que tu m'as accordée aujourd'hui. Exactement. La grosse part de valorisation des acteurs des CGP hautes, c'est justement la LTV qui est extrêmement grande. C'est pas tant le prompt ou le
le frais d'entrée ou autre qui est important. Donc, ouais, C'est la valeur du ouais. client, exactement. Ouais. LTV, c'est ce Ouais. c'est ce que tu voulais dire et ce que tu as bien dit avec des mots précis. Mais donc, en fait, si tu veux accélérer ta croissance, il faut être un peu créatif. Nous, on s'est créé quand même un peu un gros paquebot d'un point de vue tech. Encore une fois, les gens qui ont une tech comparable à la nôtre sont plutôt levés 15 millions d'euros. Donc, ça donne un ordre de grandeur. Mais soit on l'a laissé se dégrader, et aujourd'hui, on avait déjà trouvé, disons, les modalités pour, tu vois, en tout cas, rendre la boîte pérenne, mais sans réinvestir dans la tech, soit on jouait collectif. Et c'est pour ça que je préfère parler d'association et de croissance collective. C'est que sans cette croissance collective, on va pas être en capacité à améliorer la tech. Donc aujourd'hui, ces CGP et ces associés sont tous des petits moteurs qui participent demain à faire évoluer la technologie de Colbert. Et on est dans un modèle quand même d'association, de consolidation qui est un peu unique. Parce qu'on mêle un peu deux stratégies qui sont soit vues en LBO, mais plutôt vraiment large cap, soit sur des stratégies qui ne sont pas toujours, disons, les plus saines, et plutôt sur des gens en phase de démarrage ou de reconversion. Nous, on traite des gens qui sont compétents, qualifiés, avec déjà de l'encours, et qui ne sont pas un large cap. Donc, on a vraiment un modèle un peu singulier là-dessus. Et pour la transparence, on a aussi des clients tech purs en B2B qui sont plutôt des grands comptes. Ouais. Donc là, auquel tu vends juste le SaaS, en fait, la tech. tech. On vend de la tech un peu sur mesure, sur étalage, on va dire. C'est pas du tout ça le terme, c'est sur étagère. Voilà. Sur étagère. Voilà. Je connaissais pas. Pas sur étalage. Bon, en gros, oui, forcément, qui dit grand compte dit aussi sur mesure, forcément. Donc accompagnement aussi potentiellement mais ça permet de continuer aussi toujours à investir sur nos développements, sur notre produit et à rester, tu vois, compétitif. Et donc justement, tu aurais pu te dire aussi, on va relever pour réinvestir dans cette tech. La tech a fait ses preuves. Tu as une nouvelle phase de développement aussi grâce à du B2B aussi, que ce soit via des CGP en interne ou en croissance commune ou des SaaS en grand compte, des grands comptes en B2B. Tu aurais pu te dire aussi, je vais lever pour justement accélérer cette tech. Tu choisis, j'ai l'impression, plutôt un mode de bootstrap après la première levée, j'imagine. Quelle est ta vision là-dessus ? Est-ce que tu comptes relever ? Est-ce que... Alors, pour être tout à fait transparent, j'ai quand même fait rentrer de nouveaux investisseurs il y a quelques mois, mais on ne peut pas parler de levée, c'était plutôt un deal stratégique, justement pour financer cette stratégie-là. Il y a eu des scénarios différents qui ont été étudiés. Tu vois, j'ai eu une offre de rachat, pour être tout à fait précis. J'ai aussi discuté avec des fonds de VC. Mais disons que cette vision-là qu'on est en train de développer aujourd'hui, on n'a pas, à part notre nouvel actionnaire principal ou minoritaire de référence, on n'a pas trouvé quelqu'un qui était 100% aligné avec cette stratégie. Et en capacité à comprendre aussi peut-être certaines subtilités sectorielles que même moi, je n'avais pas compris, si tu veux, quand on a démarré. Et donc, je pense qu'on a trouvé la bonne formule. Il n'est pas du tout exclu en fonction de l'accélération justement de ce modèle, qu'il y ait d'autres investisseurs qui rentrent, probablement pas dans les mêmes conditions, mais qu'il y ait d'autres investisseurs qui rentrent dans les prochains mois. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a créé une stratégie qui nous permet d'avoir le choix. Et ça, c'est plutôt confortable. Et donc, est-ce que parce que là, actuellement, tu as du grand compte ou du CGP mandataire, c'est juste que je comprends mieux. Bien sûr. T'as pas de stratégie de développer justement cette tech, non seulement au grand compte, mais aussi à des plus petits FO, des MFO, des CGP, qui ne se verraient pas forcément... Comment tu vois justement cette balance ? Est-ce que si tu démarches des CGP, en fait, c'est justement pour les intégrer, entre guillemets, dans le réseau ? Ou est-ce que... comment tu as fait ce choix, en fait ? J'avais un cadre ouvert au départ, plus ouvert que celui que je te décris. Donc j'ai parlé à plein de gens, en fait, différents, y compris des MFO, des FO. En fait, le FO, typiquement, ou le MFO, pour ceux qui nous regardent, alors je ne sais pas à quel point les gens sont experts de la gestion de patrimoine, pas mal quand même. Ils le seront. Multifamily office. Mais en fait, un vrai MFO, il a quoi ? 50 clients. Et dans beaucoup de cas, il fonctionne qu'en honoraire. Donc en fait, tu peux être potentiellement sur... par exemple, ton compte titre, tu peux l'avoir chez IBKR, c'est mon cas par exemple, ou chez Swissquote. Tu n'as pas besoin en fait nécessairement de faire transiter tes fonds quand tu es en MFO
Pour les par vrais ton MFO. CGP. Exactement. Et donc, ils fonctionnent plutôt en honoraire, ces gens-là. Ce qui est rare. Hein. Sur peu de clients et en honoraire. Non, mais le vrai MFO. Le vrai MFO, voilà. complètement. Donc, c'est peu de clients et des honoraires. Ouais. Donc, en fait, les contraintes administratives qu'on vient de décrire en introduction, c'est pas eux qui les ont. Et aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de CGP qui se qualifient de MFO. C'est pour ça que j'ai volontairement étendu la notion. Mais puisque c'est sympa à raconter, mais c'est pas exactement le même métier. Complètement. Et donc, pour les vrais... En tout cas, donc, je réponds à ta question sur les FO et MFO. Donc, c'est pas vraiment la cible. Vrai MFO, très clair. Voilà, parce que la contrainte n'est pas là. Et sur les CGP, écoute, pourquoi pas. Ce qu'on observe, après le scandale Harvest, etc., notamment, c'est que ceux qui sont vraiment des collecteurs et qui ont une grosse dynamique commerciale sont plutôt restés fidèles. Ok. Parce que switching cost, enfin parce que compliqué de sortir. Ton seul enjeu, quand un truc comme ça t'arrive, et que t'es CGP et que t'es quand même le leader du secteur qui a quand même a priori un peu de ressources et de compétences, c'est que ça s'arrête le truc. C'est pas toi ton enjeu. On l'a vu. Voilà, exactement. Il est plutôt commercial. Donc finalement, ceux qui ont plutôt migré sont plutôt des petits et pas forcément ont le temps en tout cas de se poser ces questions-là. Aujourd'hui, c'est pas hyper rentable comme schéma. En tout cas, et finalement, on a trouvé que le modèle qu'on leur propose est plus séduisant à ceux qui ont cet aspect entrepreneurial. Ça leur permet aussi de jouer la carte de la consolidation à leur échelle. Tu rentres dans Colbert, tu ne consolides pas sur les mêmes multiples que si tu es CGP tout seul en je ne sais quel endroit et que tu opères depuis ton salon. Donc, tu vois, ça leur permet de participer au mouvement, participer à une aventure entrepreneuriale. Ça raconte quelque chose finalement de plus sympa, je trouve, que juste viens payer un abonnement à 50 €. Comme tu le sais, il y a 5000 CGP en France, donc que ça soit 50, 200 ou 500. Tu as un leader du secteur qui vaut quelques centaines de millions d'euros, et même s'il a eu des difficultés, il reste robuste. Est-ce que ton job, c'est d'aller vendre des licences ou est-ce que c'est trouver un moyen de fédérer le secteur Bon, on a essayé d'arriver avec un cahier des charges suffisamment ouvert pour prendre des bons feedbacks du marché. Aujourd'hui, je suis assez convaincu de mon modèle d'intégration et assez enthousiasmé en fait par l'élan que ça crée. Ouais, c'est sympa, c'est différenciant en tout cas, c'est hyper intéressant. Mais tu vois, l'élan, enfin tu vois, moi, ils me demandent tous quand est-ce qu'on se voit, quand est-ce qu'on fait un séminaire, qu'est-ce que vous allez faire. Enfin, tu vois, il y a un truc où tu sens qu'ils ont envie de faire partie de la... Est-ce qu'on va être sleeping partner? Tu vois, c'est ça les questions qu'ils me posent. Ouais, mais justement... Donc, je vois un truc hyper entrepreneurial. Pas des mecs qui veulent faire un cash-out et pas des mecs qui veulent juste un outil pour perdre leur journée, quoi. Tu vois. Non, c'est intéressant. Et justement, donc la vision, c'est pour ça que tu parles de croissance commune, hein, c'est cette vision d'aller tous dans le même sens, d'être tous dans le même bateau. Tu l'as dit, là, les 10, c'était un batch, le premier batch que tu as fait en avril, c'est ça, en mars-avril. Donc là, tu vas les annoncer bientôt. Est-ce que ces personnes-là vont afficher, entre guillemets, enfin, quelle va être la stratégie des CGP? Est-ce que tu donnes des guidelines en mode je suis Louis Chenevaux propulsed by Colbert, tu vois, un truc comme ça, ou est-ce que la techno et le fait que moi, imaginons je viens chez Colbert, je suis dans ces 10 CGP, comment je me positionne sur les réseaux, comment je me positionne auprès du client? Est-ce que vous avez une vision d'image de marque Colbert forte? Je vais être transparent avec toi, mais sur les premiers, on est un peu flexible. Donc typiquement, il y a des gens qui ont des grosses marques, ou des marques qui sont vraiment valables, notamment en région où nous, on n'est pas présent. On a beau être digital, 85% de nos clients sont en Ile-de-France aujourd'hui. Donc typiquement, parmi le premier batch, on a fait attention à ce qu'il y a des gens qui sont en région. Certains sont présents en région. Est-ce qu'on va supprimer leur nom qui génère parfois du lead organique de qualité par an? On ne va pas le supprimer. En revanche, effectivement, ça va être powered by. Ils vont se brander Colbert. Et ça va être d'ailleurs, même d'un point de vue légal, parfois ça va être leur société qui va être mandataire. Et parfois, il y a plusieurs CGP dans la société. Donc c'est la société qui va être mandataire contractuellement et pas eux-mêmes. Donc ils seront tous Colbert, tu vois, casquettés, tout ce que tu veux. Mais s'ils ont une marque historique avec laquelle c'est pas non plus drastique. On va pas la supprimer, ce serait bête. Mais en revanche, effectivement, il y aura une association systématique avec le nom. Et tu vois, le titre LinkedIn, c'est quand même plutôt Colbert qui a vocation à être un réseau. Et un réseau aussi un peu sélectif, tu as compris. Ouais, intéressant, parce que du coup, tu es assez présent quand même sur les réseaux, mais on sent quand même que tu as la volonté depuis pas mal de temps de pousser aussi Colbert en tant que marque, en tant que tel, et pas juste d'être Gustave Sonden qui est CEO de Colbert, quoi. Cette stratégie-là, du coup, j'imagine, elle vise à non pas s'inspirer, mais en tout cas juste d'avoir une marque forte, justement pour cette logique d'intégration, au même titre que l'ont fait d'autres super cabinets, je pense à des Cyrus, des RS et autres, entre guillemets,
qui n'ont pas du tout la même éthique, la même image et autres, mais en tout cas, dans la structure, c'était de dire, voilà, on va récupérer plein de CGP indépendants, faire bénéficier, mutualiser, etc., etc. C'est un peu cette vision, en fait, de super nouveaux cabinets que tu veux. Exactement, ouais. Ouais. Mais plutôt avec des réacteurs qu'avec du stock. Ouais, Donc, bien sûr. D'où complètement. c'est l'angle peut-être un peu différenciant. Et tu verras l'âge moyen, pour le coup, des cabinets Ouais. comme moi, je consolide. Ce sera probablement 30 ou 40 ans de moins que la moyenne des cabinets que ceux que tu viens de citer consolident. Donc c'est quand même très différent de ce point de vue-là. Mais évidemment, ils ont été source d'inspiration pour moi. Eux ont une croissance explosive, Ah ouais, avec de la évidemment. croissance externe à 90%, mais ils ont une croissance explosive. Donc soit tu regardes des acteurs purs digitaux qui ont internalisé leurs salariés et qui ont une croissance, et je suis désolé, au mieux linéaire rapide, mais en tout cas linéaire. Soit tu te dis, bah, en fait, comment on fait pour l'accélérer? Et moi, en fait, j'ai pas 15 ou 20 millions d'euros de trésorerie devant moi pour attendre de voir ce qui va se passer. Ouais. Donc, j'étais obligé de réfléchir, en fait, malheureusement pour moi. Et je pense que le mix des deux, déjà, un, il est unique, et deux, il peut être un peu plus explosif. Ouais, c'est clair. Et du coup, les CGP banquiers que tu avais internalisés jusque-là, ils continuent d'exercer Ceux comme qui ça sont là, ils restent là. Ouais. Ouais, ils restent là. Mais il Ceux n'y aura qui pas. sont- Donc, Non. ce que je comprends, c'est qu'il n'y aura pas de nouveau, en fait. Non, en fait, si tu veux, moi, ce que je vois plus, c'est ce que les gens appellent back-office. Moi, j'appelle ça ops, Ouais. vocabulaire un peu start-up. Et en fait, ils font un métier un peu différent d'un back-office classique. Et pour le coup, je veux que ça soit, si on doit traduire ça dans le milieu, le meilleur middle back du marché. Et honnêtement, pour l'instant, c'est pas le plus staffé. Mais je peux dire que le niveau de compétence de mes équipes ops, justement, c'est violent. Et en fait, l'équipe ops, elle est managée par Michael, qui est donc le CTO. Ok. Donc, Ops et Tech, pour moi, déjà, c'est la même chose. C'est-à-dire que ça Oui, sert oui, le même objectif. c'est pour ça d'ailleurs que j'imagine que tu les brennes pas à middle office, parce qu'en fait, ça n'a rien à C'est voir un ça. middle d'une banque ou Bah, d'une. chez nous, les Ops, par exemple, c'est eux qui ont la relation partenaire. Oui, voilà. Ça, donc, tu vois, ouais. ça existe dans aucun CGP que je connais. C'est-à-dire qu'un CGP, il laisse pas son middle back traiter avec les partenaires, y compris les partenaires commerciaux. Moi, tu vois, je traite quasiment pas avec les partenaires. Parce que je suis focus développement commercial et marketing. Ok. Donc, ce que ça crée évidemment, tu l'as compris, toute la partie à faible valeur ajoutée des middle back, on l'a automatisé. Autogénération des bulletins de souscription, une seule base de données, tu l'as compris, etc. Autogénération du pack réglementaire, documents d'entrée en relation, lettre de mission, etc. Par contre, du coup, quand tu appelles ton middle back, c'est pour les problèmes. Les problèmes, il y en a tout le temps dans ce métier. Tu l'as fait en tant que banquier, il y en a tout le temps. Donc, eux, ils doivent être en fait disponibles mentalement pour traiter les problèmes opérationnels, qui sont parfois des problèmes, tu vois, vraiment de compliance, d'enjeux, de sujets, parfois techniques aussi. Hein. Donc, ils doivent être en capacité de le faire. Et par ailleurs, d'assister les conseillers. Tu vois, c'est là où c'est quasiment de l'ingénierie, y compris sur les sujets d'allocation, sur des sujets de faisabilité. Tu vois, je te donne un exemple. Moi, mes équipes Ops, tu les appelles, tu dis, ouais, j'ai un client français résident en Belgique, il voudrait ouvrir un FAS. Il va te dire, mec, oui, il n'y a pas de FAS en Belgique. Il va te le dire. Tu vois, ce niveau de valeur, il va te le dire. Il n'y a pas tous les CGP qui ont cette information. Tu vois. Aucun même. Voilà. Donc, Donc, dans ta plateforme, tu arrives à agréger, tu as eu des API pour aller dans les assureurs? Bien sûr. Luxe? Alors, luxembourgeois, pour l'instant, on n'a pas la volumétrie pour ça, mais c'est quelque chose qu'on sait mettre en place. On l'a déjà fait et c'était un peu notre bêta-test, si tu veux, avec Suravenir. Ce qui est intéressant avec Suravenir, c'est que c'est un assureur qui a beaucoup de grosses fintechs françaises. Et bon, ce qu'on sait de leurs propres mots, c'est qu'il n'y a qu'une fintech qui a été aussi vite que nous dans la mise en place d'API. Donc, on a plutôt créé un précédent intéressant sur nos compétences techniques, justement, à déployer ce genre d'API. Et c'est le monde de demain. La tech de demain, c'est des blocs, en fait. Complètement. Est-ce qu'il y a... Tu le disais, tu as une vision assez différente, on l'a compris. Hein. Est-ce que tu vois d'autres concurrents, je ne parle pas de concurrents de boîtes à kill ou autre, mais en tout cas, si tu devais placer Colbert justement dans un panorama des nouvelles fintech, de tout ce qui émerge, pour ne pas les citer, hein, Finery, Ramify, il y en a plein de grosses quand même, qui ont toutes, chacune à son positionnement bien particulier. Comment tu vois justement tout ça? Est-ce que tu penses que ta vision un peu différente, ton positionnement que tu es en train de prendre là, qui est différent de ces autres fintech, est-ce que tu penses que ça va suffire justement à te faire une place? Comment tu comptes asseoir justement la marque Colbert dans les prochaines années sur ce milieu-là? Ça peut être via des stratégies justement de croissance de CGP et autres, mais comment tu le vois dans le futur proche en fait? Je réponds en deux temps. En gros, pour moi, il y a comment la presse nous identifie. Et donc, en général, quand il y a un article qui est fait sur les nouveaux acteurs de la gestion privée,
à l'échelle nationale, on est quand même très très souvent cité, avec Finari, avec Ramify, plus récemment avec Rockfi, qui a pour le coup un modèle pur mandataire. Donc là, il y a quand même potentiellement aussi quelques petits points de friction sur la stratégie d'intégration, ou en tout cas de concurrence là-dessus. Mais je dirais donc d'un point de vue média, ce serait plutôt ces acteurs-là. Et ensuite, d'un point de vue business, sur la stratégie d'acquisition CGP, on est les seuls avec exactement le modèle que je t'ai décrit, je pense. Stratégie client, on est concurrent de ces gens, mais ces gens-là donc font partie du 1%. On m'a suivi depuis le début. Donc 99% du marché, il est quand même ailleurs. Et moi, au début, quand j'ai démarré et que je parlais avec des CGP et que j'ai rencontré le métier de la gestion de patrimoine au global, les gens me disaient tous, le truc à la mode, c'était de dire le concurrent, c'est la banque. Il y a de la place pour tout le monde. C'était la phrase un peu, pour l'amicale des dîners de CGP, les gens te disaient ça. Moi, je dois avouer que je pense que les CGP, c'est un très bon marché. Parce que c'est souvent assez cher et c'est des clients qui sont matures. Donc, si je dois dire un truc pas populaire, je pense que les CGP traditionnels sont mes concurrents numéro 1 parce qu'ils ont en fait le marché le plus mature pour venir chez moi. Surtout les CGP super cabinets. Ils ont déjà franchi le Rubicon, leurs clients. Et le Rubicon, c'est quoi ? C'est une expression de vieux, mais ce que ça veut dire surtout, c'est qu'ils sont sortis de la banque. Ok. Et oui, donc, oui, non, mais mentalement, c'est ça. tu as fait le cap de sortir de la banque. Donc, ils sont prêts, ils sont matures, ils savent ce que c'est. Et donc, encore une fois, c'est pas populaire de le dire, vraiment pas, mais je pense que c'est un marché, pour le coup, qui est déjà... Je sais pas si c'est pas populaire. Hein. Bah, il est déjà 5 fois... J'ai l'impression que tout le monde le convoite. Peut-être peu le disent, mais tout le monde le pense, non Ouais, mais je l'entends pas beaucoup. Ouais, c'est possible. Je l'entends pas beaucoup. Mais c'est pour le coup 5 fois plus important comme marché que le marché de la fintech. Donc, je préfère me dire que, si tu veux... Demain, si je prends tout l'encours de l'un des gens que je t'ai cité, ça change pas la face du monde, même pas la face de ma vie, si tu veux. Donc, tout l'encours. Donc, vaut mieux aller voir ailleurs, à mon avis, là où il y a du stock. Et ça va en cohérence avec ce que je te disais sur le vieillissement de mon client moyen. C'est pas moi qui ai vieilli de 10 ans en 4 ans. C'est en fait tout simplement cette population qui est mature, qui nous trouve en fait, naturellement et de plus en plus naturellement. Et on fait tout pour. On fait tout pour qu'ils nous trouvent. Avec des mots clairs, précis, qui correspondent à ce qu'ils achètent, ce qu'ils cherchent, etc. Donc, vous faites tout pour... Là, c'est du coup en grande partie les 10 que tu as recrutés qui aussi vont œuvrer à cette activité. Bien sûr. Mais donc dès le site internet, dès la proposition de valeur. Mais chacun aura son positionnement, etc. Mais c'est intéressant. Évidemment que tu as tout intérêt à aller cibler ces personnes-là plutôt que de te battre avec d'autres fintech qui, sur des plus petits clients en plus, des plus jeunes, etc. Enfin, ça n'aurait aucun sens. C'est pour ça que j'ai parlé de concurrents en mettant des guillemets. Parce que... Mais tu as raison, parce que d'un point de vue média, c'est quand même des concurrents et les médias, c'est pas important. Bien sûr. Donc, bien sûr. Pour moi, c'est très important qu'on reste dans ce quatuor ou ce quintet gagnant. Et déjà, on en fait partie en ayant levé 15 fois moins que la moyenne du quintet. Ce qui est pas mal, tu vois, d'avoir réussi à s'imposer médiatiquement comme ça. Et donc de toute façon, on l'a compris. Hein, je suis du même avis, je suis aligné. Hein, pour moi, le pur digital, le 100% autonome, le robot advisor, ça ne marche pas, on l'a vu. Enfin, unique, en tout cas, pur et dur, ça ne marche pas. Si ça devait se passer, ça serait passé. Bien sûr, ça fait 15 ans qu'on en parle. On a bien vu l'échec cuisant de la plupart des acteurs qui sont là-dedans. On a compris que le modèle hybride, c'était ce qui était le plus intéressant pour les clients. Et d'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi on opposait conseil et fintech, enfin conseil et digitalisation, quoi. Donc voilà. Juste pour faire un petit état des lieux, donc on l'a vu, il y a ces grosses fintech qu'on a mentionné. Il y a aussi, on le voit, de plus en plus d'indépendants, mine de rien, qui se lancent. Hein. Je t'entendais le dire, d'ailleurs, le CGP, le CIF, est la seule profession agrémentale accréditée à l'ORIAS qui est en croissance. Et j'ai vérifié, parce que je fais mon mémoire là-dessus, donc effectivement, c'est réel. Le CGP, le CIF, entre guillemets, est la seule profession accrédité à l'ORIAS, enfin enregistré auprès de l'ORIAS, qui est en croissance. Donc je vois que tu écoutes du contenu de qualité. En toute humilité. Et donc, on le voit, il y a de plus en plus d'indépendants. Il y a d'une part ces super cabinets qui ont fait leur croissance externe les 5-6 dernières années. D'autre part, ces nouvelles fintechs qui ont émergé, dont tu en fais partie. Et également plein d'indépendants qui se lancent. Plein d'indépendants qui se lancent d'ailleurs en solo, souvent, vraiment en très petite structure. On peut citer des Camille, on peut citer... Enfin, il y a plein de gens. On en voit beaucoup sur LinkedIn d'ailleurs. Est-ce que tu penses... Parce que, mine de rien, certains fonctionnent, d'autres sûrement beaucoup moins. Ils ne le disent pas forcément tous, mais ça marche. Ça a l'air de marcher en tout cas.
Quelle est ta vision sur ces indépendants qui se lancent au regard justement de la tech que toi tu as pu développer et de, tu vois, comment tu vois tout ça? Bon, premier élément, effectivement, il y a eu une énorme consolidation dans le marché des CGP. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, au même moment, sur le marché des CGP en France, en fonds d'investissement de private equity qui consolidaient, il y avait KKR, Blackstone, Bridgepoint, Apax, par exemple. Voilà, je vous en cite que quelques-uns au même moment sur le marché des CGP. Donc, consolidation énorme. Et c'est peut-être le marché le plus haut en consolidation. Toute catégorie. Ça l'était, les toute 4 dernières années, en tout voilà, cas, ça l'était. toute hein. catégorie Ouais, confondue, toute industrie confondue en France. Voilà. Malgré ça, il y a autant de CGP aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Exactement. Voilà. Et donc ça, c'était la recomposition, effectivement. Et donc on voit qu'il y a une vraie appétence. Et en fait, si tu veux chercher le mal, on retourne, désolé pour eux, mais les banques. Durée moyenne d'un conseiller à son poste, moins de 2 ans. Moins de 2 ans, taux de burn-out monstrueux, expérience client, NPS, tu vois, Net Promoter Score, c'est un des pires. Mais le fait est que malgré tout ça, en fait, les banques, elles sortent des perfs monstrueuses. C'est ça que les gens... Il y a une raison. Pourquoi est-ce qu'on accepte la médiocrité parce qu'en fait, on gagne très bien notre vie toujours, d'accord, financièrement. Mais donc, la source, en fait, le pool de talents, c'est ces banquiers qui sont déshumanisés, un peu abandonnés. Quand on entend parler d'agences bancaires, c'est plutôt pour parler de fermeture que d'ouverture. Enfin, voilà, et ça tombe sous le sens, on est tous OK avec ça. Donc, il y a un pool de talents. C'est, je crois, une centaine de milliers de personnes, les agents bancaires en France, qui, en fait, se déversent au fur et à mesure vers les CGP. Et puis, parfois, ils peuvent venir d'autres horizons, regarde-moi. Mais en tout cas, il y a ce pool-là de 100 000 personnes, beaucoup plus important, du coup, que le marché des CGP, qui se déversent. Qui sont plus des stockers, d'ailleurs, que des développeurs en général, du coup. C'est vrai, effectivement. Mais donc, voilà, ça c'est pour la partie non. Ensuite, sur la partie capacité de ces gens-là, déjà, y compris dans ceux qui sont connus sur les réseaux sociaux, tu penses surtout à LinkedIn, je pense, il y en a des excellentissimes commercialement et en marketing, tu en as cité un. Je crois avoir quelques idées de ces chiffres, c'est très fort, mais c'est plutôt l'exception que la règle. Bien sûr. Voilà, c'est comme si tu construis un CGP en disant je vais adresser les jeunes financiers ou les jeunes start-upers qui ont fait des cash-out. En fait, tu as un marché de 50 personnes. Bon. T'as intérêt à être bon. Donc, si tu veux, ça, c'est l'exception par la règle. Parmi d'autres, qui sont d'ailleurs bons en réseaux sociaux, il y en a qui sont déjà affiliés à des réseaux, justement. Et les réseaux, moi, j'ai été absolument étonné par la capacité d'attraction de ces réseaux, qui sont souvent filiales, d'ailleurs, de ces consolidateurs dont tu parlais avant. Mais y compris des profils, tu vois, de grande qualité. Récemment, par exemple, j'ai vu une nana, Centrale Paris, ESSEC, qui avait été structureuse, qui allait se lancer dans l'un des réseaux, tu vois. Pour moi, dichotomie, comment ça tombait pas sous le sens. Mais donc, on voit qu'il y a une énorme envie de ces indépendants d'indépendance, mais d'indépendance dans le choix de son emploi du temps, d'indépendance dans les revenus, voilà, mais pas forcément dans les outils, pas forcément dans quand même une envie de se retrouver, une envie d'avoir une marque, etc. Et donc, pour le coup, c'est plutôt une opportunité que j'ai identifiée, c'est qu'effectivement, il y a un besoin. Maintenant, ces réseaux-là, pour être tout à fait transparent, d'un point de vue, en tout cas, pure tech, d'un point de vue... c'est des réseaux qui ont souvent 20-30 ans, en fait. Donc, il y a besoin aussi d'un rajeunissement de ces réseaux-là. C'est exactement la stratégie de Rockfi. Exactement. Et nous, on est un acteur qui va un peu entre ces deux mondes. Mais je pense que, pour revenir à ta question initiale, les quelques exceptions qui cartonnent, c'est pas la norme de marché. Aujourd'hui, un CGP en vitesse de croisière, hein, donc c'est généralement 3 à 4 ans pour arriver en vitesse de croisière. Si tu y arrives, c'est-à-dire si tu franchis le cap où ça va être ton métier, c'est 3 à 4 millions d'encours par an, de collecte par an. C'est même pas d'encours, c'est de collecte. C'est-à-dire que ça comprend l'immobilier. Voilà, ça c'est un assez bon en vitesse de croisière. Donc, c'est pas du tout les chiffres dont tu as pu entendre parler parmi d'autres. Carrément. Hyper intéressant. Justement, tu parlais de Rockfi, je sais pas si tu vas en parler un peu plus, ou puis on coupera, mais ils ont levé 17 millions. Ouais, plus que ça en fait, parce qu'ils ont levé 3 puis 17. Ils ont levé 20 millions. Ouais. Comment tu vois, parce que sur cette activité de croissance commune, c'est quand même le premier concurrent, entre guillemets, en tout cas, c'est le seul le nouveau réseau avec Colbert qui veut justement aussi agréger des CGP, soit débaucher des banquiers privés, soit débaucher des CGP indépendants pour en faire un projet commun. Comment tu vois cette concurrence ? Est-ce que tu as déjà été confronté lors de ton batch, typiquement en avril, en démarchant des gens ? Est-ce qu'on t'a dit aussi, j'ai aussi été démarché par Rockfi, tu vois ? Est-ce que vous bagarrez entre guillemets sur les mêmes personnes pour l'instant ? Ou est-ce que le marché est tellement grand qu'il n'y a pas trop de sujets
Ça m'est arrivé, d'être confronté à eux. Je pense qu'en revanche, croissance collective, je ne les ai jamais entendus en parler. Ils adressent quand même plutôt prioritairement des banquiers privés qui ont des portefeuilles captifs, mais en fait, voilà, c'est pas si simple. C'est-à-dire que quand tu es banquier privé, tu sais ça, tu connais la banque privée, tu pars pas avec ton stock comme ça n'importe comment. Donc nous, on a plutôt un focus qui n'est pas banquier privé dans le discours, qui est plutôt CGP et que banquier privé. Donc il y a quand même des points de différenciation, mais évidemment, il y a des points de frottement. Voilà, il y a des points de frottement. Normal. Ok, très intéressant. Je vais finir ce petit podcast, c'était très sympa, par une petite séquence de 1 minute où je te pose des questions assez rapides et tu réponds par oui, non, vrai, faux, sans explication ou une explication très, très courte. Est-ce que selon toi, la banque privée est morte ? Non. Est-ce que rétrocommission rime avec désalignement d'intérêts ? Non. Est-ce que conseil rime avec plateforme digitale ? Est-ce que les deux peuvent aller ensemble ou est-ce qu'elles sont forcément 100%. opposées ? Donc les deux riment ensemble. Bien sûr. En fait, si tu veux, je pense que pour aller plus loin, c'est la condition nécessaire pour la pérennité du conseil. Le digital, c'est la condition nécessaire pour que le conseil soit périn. Enfin, demain, les acteurs qui n'ont pas de digital n'auront pas les moyens de produire du conseil, justement. Est-ce que la révolution de la gestion de patrimoine passera par les anciens acteurs qui vont massivement se révolutionner ou par les nouveaux ? Je pense que comme toute révolution, il y en a qui vont réussir à se transformer et il y aura des nouveaux qui vont émerger. Et est-ce que Colbert, justement, fait partie de ces acteurs qui vont révolutionner la gestion de patrimoine ? Ça me paraît clair, ouais. Merci, Gustave, Merci pour à cet toi, épisode. merci Louis.